Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de Canal Congo Télévision, de Radio Liberté Kinshasa, nous nous retrouvons une fois de plus pour un nouveau numéro de votre magazine École du Changement. C'est un magazine en tout cas qui se donne comme vocation de pouvoir réveiller l'homme congolais pour qu'il puisse prendre conscience de sa situation actuelle, de sa vie actuelle caractérisée par des travers, caractérisée par des antivaleurs qui empêchent en tout cas le développement du pays. Et pour aller à l'école du changement, aujourd'hui, c'est avec M. Sylvain Aguenor-Woods. Sylvain Aguenor-Woods. Sylvain Aguenor-Woods, il est congolais, initiateur et président de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté RDC, ABVRDC. Donc avec lui, nous allons essayer un peu de voir qu'est-ce qui doit être fait pour changer la donne en Ituri, une province riche, très doté par la nature et qui avait en tout cas vocation à pouvoir assurer le développement du pays, mais aujourd'hui qui est empêtré dans une insécurité pratiquement chronique. On va les voir en tout cas avec Sylvain Aguenor-Woods. Il est initiateur et président de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté RDC, ABV RDC. Bienvenue en tout cas sur ce plateau de École du Changement, Sylvain Aguenor-Woods. Vous venez tout droit de Bunia, les chefs-lieux de la province de l'Ituri. Vous êtes en séjour aussi à Kinshasa. Vous avez en tout cas voulu quand même faire passer le message iturien ici au Congo, ici à Kinshasa, et nous brosser un peu la situation qui se passe là-bas dans votre province qui est, comme nous l'avons dit, perturbée par l'insécurité. Nous disions que vous étiez initiateur et président de l'ONG des ambassadeurs de bonne volonté RDC, ABVRDC. Dites-nous un peu brièvement c'est quoi ABVRDC, qu'est-ce que vous visez comme objectif, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail sur terrain et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir. Merci, M. Gère Mokolo, pour cette invitation et nous vous disons aussi merci puisque vous avez quand même accepté que nous puissions passer notre message aux Congolais d'une manière générale, mais aussi aux Ituriens d'une manière très particulière. Alors, comme vous l'avez dit, je suis effectivement le président de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté. Nous l'avons créé en 2013. En 2013, puisque nous avons pensé à l'époque qu'il fallait avoir un cadre de réflexion autour des questions profondes de la province de l'Ituri et même de la RDC, pourquoi pas de la sous-région. Nous avons créé cette association avec un souci majeur de défense des droits humains, mais aussi sa promotion. Et de l'autre côté, nous avons aussi la problématique de l'environnement. N'oubliez pas que notre pays, le Congo, et spécialement aussi l'Ituri, c'est une province qui aussi est environnementale, malheureusement avec des comportements qui ne tiennent pas debout. Dans la gouvernance environnementale, nous, on est plus dans l'assainissement. Puisque comme vous le savez, même ici à Kinshasa, j'ai vu ça, pratiquement la population traverse des eaux vies dans un environnement qui n'est pas propre à son développement. Alors que vous savez bien, l'article 53 de notre Constitution est clair par rapport à des questions liées à l'environnement. C'est que chaque Congolais est obligé de vivre dans un environnement sain et propice à son développement. L'Ituri, à un moment donné, était devenu le berceau des immondices, et spécialement dans des agglomérations. Et à l'époque, nous, comme leaders d'opinion, mais aussi acteurs sociaux d'une manière générale, enseignants d'université aussi, nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose pour que nous puissions avoir un cadre qui peut nous permettre d'apporter, n'est-ce pas, certaines solutions aux problèmes que traverse l'Ituri. Et vous avez fait quoi pour arriver quand même à imposer une culture de salubrité aux Ituriens? Je voudrais arriver, puisque une fois que nous avons déjà mis en place l'ASBL, nous avons installé des brigades d'assainissement presque dans tous les quartiers qui composaient la ville de Bunia, puisque l'association est basée dans la ville de Bunia, mais aussi avec des antennes dans les territoires. Et aussi dans les territoires, on avait aussi déjà fait un grand travail d'assainissement qui d'ailleurs continue jusqu'à aujourd'hui. Puisque la réalité ici est que nous sommes dans une société où la population a un comportement qui divorce avec la bonne gouvernance environnementale. Et c'est le grand chantier.
Mais à part cela, nous sommes aussi dans la formation entrepreneuriale des femmes et des jeunes. Puisque vous savez que le Congo, c'est aussi un pays qui a un taux de chômage le plus élevé. Et nous, on s'est dit qu'il faut développer la capacité de la créativité dans la jeunesse, mais aussi dans les mamans, et surtout les filles mères. Et donc, nous les formons en matière de l'entrepreneuriat, et nous leur assurons l'accompagnement entrepreneurial. À part ça, nous sommes aussi dans le lobbying, dans les plaidoyers. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que je suis ici, puisqu'il faut mener un plaidoyer autour des questions épineuses ou des questions de l'ère de l'Itourie, pour que non seulement la communauté nationale, mais la sous-région et aussi la communauté internationale puissent être au courant de ce qui se passe en Itourie. Puisque nous, les ambassadeurs de bonne volonté, nous sommes un canal de transmission des préoccupations de ceux qui ne s'expriment pas vis-à-vis de ceux qui... Donc vous êtes la voix des sans-voix. Nous pouvons le dire ainsi, mais en fait, comme je l'ai dit, nous transmettons les préoccupations de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer à des décideurs pour qu'il y ait des solutions. Voilà même, comme vous avez dit, je suis ici à Kinshasa. C'est dans ce cadre-là. Et j'ai pu aussi informer tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, c'est que nos démarches ne s'arrêtent pas au pays. Nous avons déjà des antennes à travers l'Afrique, nous avons aussi des antennes en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes dans une plateforme des ONG de défense des droits humains, et c'est dans ce sens-là que nous sommes ici. Et même ici à Kinshasa, nous ne travaillons pas seuls. Nous avons des structures sœurs, nous avons aussi des structures partenaires avec lesquelles nous travaillons. Voilà un peu ce que nous avons déjà fait, nous continuons à le faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire demain? Nous, on a une idée aujourd'hui, puisque nous avons aussi inséré un programme spécifique dans notre organisation. C'est qu'il faut travailler pour avoir un nouvel homme congolais, puisqu'on a compris aussi à un moment donné, le problème du Congo, c'est qu'on a un vieil homme congolais, donc un homme qui n'aime pas le changement. Et il faut ici travailler et l'homme que Joseph Kabila n'a pas pu en tout cas transformer. Exact. Nous avions à l'époque, et ça ce n'est pas étonnant, nous avions à l'époque suivi avec beaucoup d'intérêt la déception de l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila, qui disait que tout le temps qu'il a géré le pays une dizaine d'années, il était dans l'incapacité de pouvoir transformer l'homme congolais. Et effectivement, puisque l'homme c'est la conscience, l'homme c'est le mental. Et comme tout le monde le sait. Il faut faire quoi? Il faut la chicotte comme les Belges? Il faut la chicotte comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila? Ou il y a d'autres approches que vous envisagez au niveau des ambassadeurs de bonne volonté RDC pour pouvoir quand même essayer un peu de remodeler l'homme congolais, qu'il ait un comportement, des mentalités de développement, mentalité de changement? Nous sommes une organisation de défense des droits humains, même de la promotion des droits humains. Nous n'admettons pas des méthodes violentes. Effectivement, l'homme congolais a changé les comportements dira un certain nombre de temps par le fait de certaines pratiques qui sont des pratiques malsaines, des pratiques qui choquent les mœurs congolaises, puisque sociologiquement, nous, Congolais, nous sommes un peuple avec des valeurs sociologiques et anthropologiques reconnues. Donc, nous avons pris assez de temps par la pratique politique, et même par les enseignements, les types de comportements qui ont détruit nos mœurs. Et moi, je pense que nous pouvons recourir à la même méthode. Ça veut dire, dans les écoles, en commençant même par l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, les universités, les églises. Il y a aussi des cadres de concertation, des conférences, des ateliers, pour permettre à ce que nous puissions inculquer de nouvelles valeurs que nous avons perdues. Puisque ce qui est vrai, nous, comme Congolais, en tant que peuple, nous avons une sociologie qui nous appartient, que nous avons détruite. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont lancés dans les vols ou les détournements des deniers publics. Ce sont des choses que nous-mêmes, dans nos familles, nous n'acceptons pas. Chaque fois que nous, on a des enfants à la maison, nous instruisons nos enfants à ne pas voler. Mais pourquoi lorsqu'on devient un homme public, on devient ministre, on devient député, sénateur, on devient gouverneur, il faut voler? Donc nous avons acquis par la pratique politique un certain laisser-aller. Et je pense aussi qu'il faut maintenant instaurer une pratique, disons un ensemble de pratiques, qui peut permettre à ce que ce genre de comportement s'arrête. Moi, je suis convaincu qu'il y a un seul courroie
qui peut permettre à ce que nous puissions transmettre de nouvelles valeurs, c'est l'enseignement. L'enseignement dans tout son aspect. Ça veut dire dans les églises, les écoles, et pratiquement partout, les médias. Et même aussi dans la mise en application de la loi, par exemple, hein, que la justice soit aussi, en tout cas, assez rigoureuse pour ceux qui violent la loi, par exemple. Nous sommes dans une situation où même cette justice est corrompue, cette justice elle-même ne joue pas son rôle. Et c'est là où je dis qu'il faut un nouveau type d'enseignement. J'ai un ami que je salue d'ailleurs en passant, un grand frère, Pierrot Lamégie, qui m'a toujours dit qu'il faut un réformatage du cerveau de l'homme congolais, du cerveau de l'homme congolais. Ok, merci beaucoup Sylvain Aguenor Woods. Je rappelle que vous êtes initiateur et président des ambassadeurs de bonne volonté RDC et qu'avec vous, nous sommes en train de faire un peu l'école du changement. Bon, en attendant que la situation change en Ituri, actuellement, tout le monde sait que l'Ituri rime avec l'insécurité, l'Ituri rime avec la violence. Je ne sais pas, dites-nous un peu, sous le maréchal Mobutu, on n'a pas vécu ce type de violence. Bon, à un certain moment, le Français l'Union européenne est allée avec l'opération Artemis, ça s'est calmé. Dites-nous, quelles sont les racines du mal, en tout cas, qui est en train de sévir en Ituri. Je ne sais pas quelle est la pomme de discorde entre les Ituriens eux-mêmes, au point que les gens qui hier réclamaient de se détacher de la grande province orientale pour constituer leur propre province, aujourd'hui c'est chose faite, mais entre vous, ça brûle. La pomme de discorde, c'est quoi? Les ressources naturelles? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace ou quoi? Il y a plusieurs facteurs d'analyse par rapport à cette question. Et j'ai toujours préféré commencer par le facteur sociologique. Puisque un peuple, c'est une culture. Un peuple, c'est une identité. Un peuple, c'est une sociologie. Et quand vous me posez cette question, qu'est-ce qui fait que les Ituriens aujourd'hui ne s'attendent pas? Ça me ramène à interroger la culture iturienne aujourd'hui, la sociologie iturienne. Est-elle détruite? Est-elle maintenue? Est-elle originelle? Quelle est son orientation actuellement? Et je l'ai dit dans mes conférences, même mes ateliers, mes émissions, comme aujourd'hui je suis devant vous ici, c'est que l'Iturien a pris un bon moment pour détruire les valeurs sociologiques et anthropologiques qui constituent sa première richesse. Influencé par qui? Je suis convaincu d'une seule chose, que depuis un certain nombre de temps, l'Ituri n'a pas été gouverné. Puisque n'oubliez pas que nous sommes dans un État. Prenons même l'époque Mobutu, la Deuxième République, c'était un État qui existait. Et comme vous le savez, les politologues vous disent que c'est l'État qui organise tout. C'est l'État qui organise la société. C'est l'État qui organise un peuple. Pourquoi les Ituriens s'entremangent? Pourquoi les Ituriens s'entretuent? Où était le gouvernement? Où était l'État pour permettre à ce que le peuple iturien reste ensemble, ait une même valeur et cultive l'unité entre eux? Donc, nous avons assisté à une absence d'autorité de l'État qui a permis que les citoyens de l'Ituri ont chacun cultivé des comportements propres à eux. Nous avons détruit le tissu social. Et la manifestation, c'est maintenant la violence. La manifestation, c'est que les gens ont pris les armes et s'entretuent. Et d'une manière générale, si vous faites une descente ici l'Ituri, vous posez cette question aux gens, vous n'aurez pas une bonne réponse. Donc les gens ne savent même pas pourquoi ils se battent. L'objectif de la violence n'a jamais existé. Ce qui s'est fait en Ituri, comme je dis, nous avons tout simplement enterré nos valeurs positives. Et j'ai pu comprendre qu'il y a certaines frustrations qui existent entre les peuples ituriens, de par certaines raisons qui existent, des raisons peut-être aussi historiques, qui existent, oui, mais est-ce que ça pouvait ramener les gens à s'entretuer? Je vais donner ici, pour être peut-être un peu clair, l'exemple du Rwanda. Les gens se sont battus au Rwanda, 93-94.
c'était les génocides, les Hutus et les Tutsis. Mais puisqu'ils avaient détruit leurs mœurs sur base des questions politiques ou même politiciennes. Est-ce que c'est le cas pour l'Ituri? Je peux dire oui. Pourquoi? Puisque cette population qui se bat en Djougou, même à Irumu, ont des leaders politiques qui ne sont pas écoutés. Et je pense qu'il y a une responsabilité politique dans ces conflits socio-anthropologiques. Deuxième chose, l'insatisfaction et même la misère que traverse cette population peut créer ces conflits. Et puisque moi je suis convaincu, puisque en économie nous disons tout sur le stade égal par ailleurs, lorsqu'un homme est insatisfait, eh bien il devient l'ennemi des autres. Et c'est ça le problème. Puisque tout le monde vous dira, c'est Ndjougou qui est le berceau de l'insécurité de l'Ituri. Et là, nous avons nos frères Emma et Lendou qui sont là. Vous connaissez, puisque vous avez parlé ici tantôt des Opération Artemis. Opération Artemis. Ça, nous sommes entre 1999 jusqu'à 2000, 2001, 2002. C'était Emma Lendou. Mais à un moment donné, ça avait pris fin. On a installé le processus de la réconciliation avec la commission Vérité et Réconciliation ici à Kinshasa. On n'a pas eu des antennes très fortes au niveau des provinces et surtout chez nous en Ituri et au Nord Kivu. Et à l'époque, cette histoire a échoué, les gens ne s'étaient pas réconciliés. Et il y a maintenant résurgence. C'était une réconciliation de façade. De façade. Les gens ne se sont pas réconciliés puisque le cœur a gardé de rancune. C'est ce que j'appelle ici la frustration causée par la précarité des Ituriens, et spécialement de cette population-là d'Ndjougou. Et quand vous allez maintenant très loin, est-ce qu'il y a aussi des questions des intérêts internationaux? Oui, les multinationales qui sont en Ituri provoquent-elles le développement des Ituriens? Je ne pense pas. Vous êtes en Ituri, il y a des routes de 200 km, mais qui sont en état de délabrement avancé, alors que nous avons des multinationales qui y travaillent. Qu'est-ce qui s'est fait? Et puisque moi j'ai toujours dit, l'ennemi de l'homme c'est lui-même. Lorsque l'homme n'est pas satisfait, eh bien il développe tous les mécanismes d'autosatisfaction, et même des fois par la violence. Même d'autodestruction aussi. Voilà. Mais aujourd'hui ça se manifeste par la violence qui est en Ituri. Il y a aussi, ça il ne faut pas oublier, il y a aussi cette question des accords et des traités signés sur l'Ituri. Je l'ai toujours appelé. Signés entre les gouvernements congolais et les autres forces étrangères. Voilà. J'ai toujours donné le cas, par exemple, de l'accord de Ngurdoto signé en Tanzanie par l'ancien président Kabila et qui pratiquement donnait une bonne partie de l'Ituri à l'Ouganda. Et ça, nous pouvons comprendre aujourd'hui qu'on nous parle des ADF qui tuent les Ituriens. Et peut-être que c'est la suite de ces accords. Donc ça dit quoi? Pour chasser les autochtones et pour qu'ils viennent récupérer les territoires congolais. Nous avons lu des accords selon lesquels les forces de la République démocratique du Congo devaient démilitariser des espaces congolais qui se retrouvent en Ituri. Et à l'époque, nous avions dit à l'ancien président de la République que ça ne peut pas se passer de cette façon-là. Nous avons interpellé la communauté internationale, nous avons interpellé l'Union africaine pour que les choses ne se passent pas de cette façon-là. Et aujourd'hui, on nous dit les ADF tuent les Ituriens. Est-ce que c'est la suite de l'accord de Ngurdoto pour lequel... Mais Sylvain Guénorwood, en dehors des ADF qui sont des forces étrangères, mais il y aura même des milices congolaises, FRPI, Codeco, Zaïre, tout ça, et qui sévissent en Ituri et même ailleurs. Je voudrais arriver. Parce que j'ai voulu que d'abord les gens comprennent certaines causes qui sont hautement placées. J'ai parlé de l'accord de Ngurdoto et c'est très important, je pense, pour les Ituriens qui me suivent et comprennent de quoi je parle, où on nous demande d'abandonner certaines parties de notre territoire. Au profit de qui? Et comme nous avons refusé, maintenant il faut passer par des groupes rebelles de ces pays pour venir nous éliminer. Non. Alors, parlant des groupes rebelles internes, effectivement vous parlez de la Codeco, il y a aussi FPIC qu'on appelle Kounma Tina Kilima, il y a aussi FRPI, il y a les Maïmaï aussi.
Ils sont localisés entre les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Oui. Ces groupes se sont créés par le fait que l'autorité de l'État, comme je l'ai dit, s'est vue être absente. La nature a horreur du vide. Voilà. Donc, lorsque le gouvernement ne sait pas imposer son autorité, eh bien, il y a des gens qui l'aident à le faire. Malheureusement, d'une manière négative. C'est le cas de l'Itourie. Donc, voilà un peu, j'ai voulu répondre à votre question. Voilà un peu les raisons qui poussent à ce que les Itouriens se battent. Et moi, je voudrais revenir pour que je sois bien compris sur seulement deux éléments. Il y a des causes sociologiques et des causes politiques de la guerre de l'Itourie. Les causes sociologiques, c'est que nous-mêmes, Itouriens, avons décidé de déchirer nos valeurs positives pour nous habiller des valeurs négatives telles que la criminalité, et nous nous entretuons. Mais des causes politiques, c'est l'absence de la gouvernance de l'Itourie par l'État congolais. Et ça, je vous dis, c'est plus de 30 ans. Bon, est-ce que Sylvain Aguenard-Woods, est-ce que les Itouriens sont condamnés? Est-ce que l'Est de la RDC est condamné à demeurer dans cette situation d'insécurité où il y a une voie de sortie? Vous, au niveau de l'ASB, de l'ONG, les ambassadeurs de bonne volonté, ABVRDC, est-ce que vous avez une solution, par exemple, à proposer pour qu'on en sorte? Nous travaillons en dehors de l'état de siège qui est décrété par les autorités du gouvernement central. Nous continuons à travailler sur la question. Et vous savez, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas aussi la puissance de l'État. Nous formulons des recommandations à travers des actions citoyennes que nous menons, des ateliers de réflexion pour le changement des types de comportement. Et comme je l'ai dit toujours, il y a un problème, nous avons incarné le mal. Mais il faut désincarner ce mal. Ça se passe à travers des assises communautaires, des échanges. Et même ce que je fais maintenant devant CCTV, ça nous permet de pouvoir quand même rappeler les gens à l'ordre. Nous le faisons à travers des conférences, des ateliers que nous organisons avec nos frères. Susciter une certaine prise de conscience. Il faut prendre conscience. Puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes condamnés à vivre ensemble éternellement. Il n'y aura pas un mur entre les communautés itouriennes. Nous serons obligés de vivre ensemble et pour le faire, nous sommes obligés de nous accepter mutuellement. Quelles que soient nos divergences, nous devons, et ça j'ai toujours aimé ce que le gouverneur, son excellence Bamani le disait toujours, nous devons accepter d'abandonner nos petits égos ou nos côtés négatifs pour prendre des côtés positifs qui nous unissent pour que nous puissions avancer ensemble avec une seule volonté, la volonté de construire l'Itourie ensemble et non pas la volonté de détruire l'Itourie ensemble. Voilà le travail que nous faisons et nous ne nous fatiguons pas. Je vous ai dit au début de l'émission, si je suis venu ici à Kinshasa, c'est toujours dans le même cadre. Si je quitterai Kinshasa pour aller dans d'autres pays, même africains ou même des pays européens ou américains, dans ces plaidoyers, c'est toujours dans le sens de travailler pour que les Itouriens restent ensemble. Et maintenant là, le point de vue des ambassadeurs de la paix sur l'état de siège qui est décrété par le chef de l'État, il y a des autorités militaires qui gèrent maintenant votre province. Est-ce que vous sentez, vous sur place là, sur terrain, vous avez quand même constaté des avancées par rapport à la situation antérieure? Notre organisation ne s'est jamais prononcée depuis que le chef de l'État a prononcé l'état de siège. Mais les statuts m'autorisent de donner notre position. Nous avons soutenu l'état de siège par le fait que nous avons donné notre coopération aux autorités militaires qui sont arrivées en Itourie. Et nous étions toujours disposés à travailler avec les services de sécurité confondus pour fournir des renseignements en notre possession pour que la situation se rétablisse. Puisque nous, le souci, c'est qu'il y ait la sécurité en Itourie. Et ce que nous continuons à faire jusqu'à présent, et ici je vous informe, jusqu'à ce que je venais ici, j'apprends que dans une des localités de Fataki, disons de Ndjougou à Fataki, il y a eu encore des attaques ce matin et que des assaillants de Kodeko auraient pris la localité de Fataki. Lorsque nous avons de telles informations, nous les partageons avec les autorités et aussi avec des pistes de solutions. Donc, nous soutenons l'état de siège, mais nous restons vigilants
Vigilant dans le sens où, pendant l'état de siège, il faut effectivement que nous puissions voir les changements. N'oubliez pas, l'état de siège, les articles 85, 86, 144, 145, sont clairs à la matière. C'est 30 jours renouvelables à raison de 15 jours plusieurs fois. Mais en réalité, par principe, notre constitution limitait l'état de siège à 30 jours. Et pendant ces 30 jours, notre organisation pense que le bilan est loin d'être celui qu'on attendait. Mais Sylvain Aguenaourt, la situation est assez difficile à gérer, non? En tout cas, le malaise est très profond. Vous croyez qu'en 30 jours, en 45 jours, en 60 jours, on peut vraiment éradiquer tous les milices, toutes les milices qui sévissent en Ituri et même dans le Nord Kivu? Si il nous a été posé une question au début de la mise en place de l'état de siège, quelle était notre proposition pour la définition et la mise en place de l'état de siège, nous aurions donné notre contribution au chef de l'État et même au gouvernement congolais en ces termes précis. Faire d'abord le diagnostic de la situation sécuritaire en Ituri, savoir exactement où sont situés ces petits voyous bandits criminels qui sont en Ituri, et organiser l'équipe qui va diriger cet état de siège, ça veut dire en termes humains, en termes matériels, en termes financiers. Une fois tous ces éléments réunis, on signe l'ordonnance, on les déploie, on commence à compter les premiers jours. Nous avons connu ici la guerre de 80 jours au Chaba avec Mobutu. Et nous avons vu les résultats. L'état de siège, c'est une gouvernance spécifique, spéciale, qui déroge de certains principes, même de la démocratie. Et, un régime d'exception. Et ceci veut dire qu'en principe, sa durée ne doit pas être longue. Et c'est dans ce sens-là que moi je vous ai dit, je sais l'assumer, en tant que Congolais, c'est que il me semble qu'il y a eu une impréparation qui n'a pas permis que les 30 premiers jours soient capitalisés. Et donc, nous pensons que les renouvellements prochains de 15 jours successifs plusieurs fois doivent être l'issue d'un beau résultat sur terrain. Oui, mais Sylvain Guénaoult, mais état de siège ou pas, état d'exception ou pas, tout État a un système de défense et de sécurité. Donc, le système militaire du corps humain de la RDC, c'est son armée. Colonel, état de siège ou pas, mais nous devons avoir des forces de sécurité, de défense capables de pouvoir remplir leurs obligations constitutionnelles, c'est-à-dire défendre les territoires et sécuriser les personnes et leurs biens. Moi qui vous parle, je suis l'enfant des militaires, à l'époque de Mobutu. Je connais ce que représente une armée. La République démocratique du Congo, mon pays, a une armée. Moi, ce que je sais, quand je vois les autres armées du monde, notre armée a encore besoin d'une bonne organisation. Mais aussi, quand je parle de l'organisation... Et beaucoup de moyens aussi. Exactement. Quand je parle de l'organisation, c'est les moyens. Puisque, qu'est-ce que nous attendons comme résultat auprès de l'armée? Nous attendons notre sécurisation, la sécurisation de notre frontière, de nos biens. Mais avec quels moyens? Et moi, je vais vous dire surtout, à l'Est, là où nous vivons, la situation est catastrophique. Le chef de l'État le dit toujours. Nous sommes presque parmi les pays qui ont plusieurs voisins, mais des voisins qui font leur vie des nations sur nous. Et ce qui nous impose en réalité d'avoir une armée avec la plus grande capacité par rapport à ses voisins qui vivent. Donc nous devrions nous comporter un peu comme Israël qui est entouré pratiquement des pays ennemis prêts à l'effacer de la carte du monde. Lorsque vous savez que vous avez plein d'ennemis autour de vous, vous prenez des précautions qui sont supérieures par rapport à ces ennemis. Tout à fait. Et c'est ça, moi je pense que le problème du Congo, c'est à ce niveau. Nous connaissons que les pays voisins autour de la RDC, ils vivent beaucoup plus de notre insécurité. Voilà, de notre insécurité. Et moi j'ai dit, il faut que nous puissions avoir une armée qui a la capacité d'action 3 fois plus grande que la capacité des armées des pays voisins. Oui, et ceci impose
Ceci impose une bonne organisation et, comme je le disais toujours des fois aux autres personnes quand j'échange avec eux, la porosité des frontières congolaises pose un réel problème. Et maintenant, ça attaque l'intérieur. Bon, il y a beaucoup d'analystes en tout cas qui jettent souvent la pierre à l'AFDEL, qui est venu ici pratiquement détruire l'armée laissée par le maréchal Mobutu pour chercher à créer une autre armée avec des groupes armés, avec des mixages, tout ça. Est-ce que vous partagez cet avis-là, que nous-mêmes, Congolais, nous avions permis à ce que notre armée soit détruite pour pouvoir construire une nouvelle armée, mais qui n'arrive pas en tout cas à faire le travail qu'on attend? Les problèmes de la RDC, c'est un problème lié au patriotisme congolais. Lorsque nous parlons de l'armée, en réalité, il fallait d'abord parler de l'homme politique. Tout à fait. Qui se sert de cette armée. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect vis-à-vis de notre armée. Et pour ce respect, en principe, je n'ai jamais voulu faire assez de commentaires sur l'armée de mon pays, puisque c'est une question tout à fait stratégique. Et je ne suis pas prêt d'en discuter dans les médias. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est les politiques congolais qui veulent effacer l'armée congolaise. Aucun pays au monde ne peut fonctionner sans une armée professionnelle, une armée organisée et une armée sécurisée elle-même. La nation, disons, toute nation sécurise d'abord son armée. C'est comme me disait un policier, il dit, mais si moi-même je suis socialement en insécurité, comment est-ce que je peux assurer la sécurité de la population? Voilà. Et c'est ce que je vous dis. La nation congolaise doit sécuriser d'abord son armée. Nous sommes le seul pays, M. Gère Mokolo, nous sommes le seul pays où nous montons devant des micros pour injurer notre armée, pour la critiquer. On ne l'encourage pas, malgré ces militaires, ces policiers, qui jour et nuit sont au front pour nous sécuriser. Et c'est ce que je disais toujours, si un jour M. Sylvain passe président de la République, la première des choses, il faut d'abord sécuriser l'armée congolaise. Si nous voulons, puisque c'est tout le monde qui dit, nous sommes le seul pays, disons parmi les seuls pays, avec plusieurs voisins, mais ces voisins, ils vivent de nos richesses, nous savons les chanter, il y a des rapports qui sont cités là-dessus. Mais qu'est-ce que nous faisons pour d'abord sécuriser notre pays, à commencer par la sécurisation de notre propre armée? C'est là le plus grand problème. Donc, l'AFDEL ou pas AFDEL, moi je sais que l'infiltration de notre armée et même les problèmes d'instabilité de notre armée est lié à une politique qui pratiquement définit dans le sens d'insécuriser la RDC. Et donc pour moi, je crois, il faut que nous puissions mettre en place une politique pour d'abord sécuriser l'armée, afin que l'armée puisse sécuriser la RDC. Bon, concrètement, quand vous parlez de sécuriser l'armée, il faut faire quoi exactement? J'ai parlé de l'organisation, la prise en charge. Monsieur Germo Kolo, moi je n'aime pas dire des choses exactement comme les gens les pensent. Mais je sais que les gens me comprennent. Comment voulez-vous avoir une armée qui ne peut pas se nourrir 3 fois la journée? Comment voulez-vous avoir une armée où les enfants ne partent pas à l'école? À Bounia, en Ituri, chez nous, on a fait les études des enfants chez Gué et Dalari. Il y a 2 tiers qui sont les enfants des policiers et des militaires, puisqu'ils sont incapables d'aller à l'école. Et aussi, comment voulez-vous avoir une armée lorsque, quand la femme tombe malade, les militaires ne savent pas faire soigner sa femme? Comment voulez-vous être sécurisé? Donc c'est ça l'ensemble des problèmes. Et aussi, il faut caserner les militaires, ça veut dire les caserner, c'est lui donner tout ce que j'ai dit ici. C'est seulement au Congo que vous voyez les militaires être logés ensemble avec la population. Il faut une politique. Il faut une politique de la sécurisation. En tout cas, on espère que l'ONG ambassadeur de bonne volonté va faire en tout cas un document, des propositions concrètes à déposer auprès de qui des droits pour qu'on puisse d'abord sécuriser notre armée, pour que cette armée-là soit même en tout cas de nous sécuriser, de sécuriser le pays. Ça, c'est parole de Sylvain Aguenorourt. Il est initiateur et président des ambassadeurs de bonne volonté, une ONG basée en Ituri, spécialement à Bounia, et qui se bat en tout cas pour des questions des droits de l'homme, pour beaucoup d'autres questions de développement.
Merci beaucoup, Sylvain. On est en train en tout cas d'avancer, mais sûrement, lentement, vers la fin de cette émission. Bon, pour les Touris, et même pour le Nord Kivu, pour l'Est, il y a aussi la MONUSCO qui est là-bas. Je ne sais pas, il y en a qui disent que la MONUSCO doit partir pour que nous soyons même d'assurer notre défense. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous estimez que la MONUSCO doit continuer à nous accompagner jusqu'à ce que nous-mêmes, nous soyons même de sécuriser notre armée? Il faut d'abord reconnaître que le Congo n'est pas un pays qui doit vivre à vase clos. Nous parlons de la MONUSCO, il faut parler de l'Organisation des Nations Unies, dont la RDC fait partie. Je trouve très difficile que vous puissiez faire partie de votre membre et que vous demandez qu'on puisse couper cette partie et que vous ne la fassiez pas. Je n'ai jamais responsabilisé la MONUSCO en rapport avec la situation de la RDC en général et peut-être en particulier en rapport avec la situation de l'Itourie. La MONUSCO, en tant que mission des Nations Unies, est venue chez nous sur notre demande, nous Congolais, pour venir nous assister. Et M. Gérard Moukolo, je peux vous rassurer que pour nous en Itourie et à l'est du pays en général, la MONUSCO a fait un très grand travail. Je ne suis pas avocat de la MONUSCO. Je l'ai dit à connaissance des causes. Je vous prends le temps 99-2001 à Bunia. Les gens ne pouvaient pas circuler. C'est grâce à la MONUSCO que nous avons eu une petite stabilité. Mais le problème ici n'est pas la MONUSCO. Quand vous lisez tous les préambules de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies décidées sur les sols de la RDC, réalisées par la MONUSCO, en aucun cas, les conseils de sécurité des Nations Unies donnent à la MONUSCO le rôle de venir remplacer notre gouvernement. C'est pour appuyer le gouvernement congolais. Ce qui dit, disons, ce qui donne l'autonomie de gouvernance à notre pouvoir, à la RDC. C'est comme vous avez un voisin. Vous êtes à problème, votre maison a pris feu. Et puisque les voisins n'est pas venu à temps, la maison est calcinée et vous dites que non, c'est l'erreur des voisins. Non, stratégiquement, c'est d'abord votre erreur vous-même. Les voisins peuvent venir, tout comme ils ne peuvent pas venir. C'est ça l'image. Et nous faisons l'erreur d'abandonner notre responsabilité à la communauté internationale. Nous l'avons dit tout au long de cette émission. Il faut une prise de conscience. Est-ce que nous sommes Congolais? Est-ce que le Congo nous appartient? Est-ce que nous pouvons prendre conscience de relever les pays comme notre patrimoine? Nous nous comportons comme des mercenaires, comme des personnes qui sont venues de l'étranger pour juste se réjouir un peu de la RDC et d'aimer partir. C'est comme quelqu'un, moi j'ai construit ma maison, il dit, messieurs, moi je vais à voyage, viens rester un peu, c'est des carrelages comme ça. Il met les pilules, il commence à piler des trucs dedans, puisqu'il sait que ce n'est pas sa maison, je vais partir. C'est ça le comportement du Congolais. Condamner la MONUSCO, moi je ne peux pas le faire, mais si il y a un mandat que la MONUSCO ne réalise pas, je pense que ça appartient au gouvernement congolais de pouvoir rappeler à son partenaire, en rapport avec les missions lui concédées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que les partenaires doivent faire. Ah oui, Sylvain Aguena-Roots, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Vous avez 60 secondes en tout cas pour un mot de conclusion. L'Itourie traverse un moment très difficile qui nécessite avant tout un travail sur le capital humain itourien, c'est-à-dire travailler sur l'homme itourien. Changer son comportement, changer sa mentalité. Moi, je propose un plan Marshall avec 250 millions de dollars. Je pense qu'un plan de 15 ans, on peut construire, on peut forger une nouvelle mentalité à la tête des Litouriens, on peut construire les écoles, les hôpitaux, on peut créer les emplois, on peut construire les infrastructures, routes et tout, et ça permettra qu'il y ait une vie. L'Itourie a été délaissée pendant longtemps. L'Itourie n'est pas gouvernée. Et même sur le plan politique, vous le savez, aujourd'hui l'Itourie a un seul vice-ministre. Ce qui démontre que Kinshasa n'a jamais eu de regard sérieux sur l'Itourie. Il faut que le gouvernement congolais essaye de développer un plan Marshall pour l'Itourie, et d'ailleurs c'est pour tout l'Est, pour que la gouvernance de l'Itourie soit spécifique par rapport aux autres provinces, puisque nous sommes aussi dans une situation spéciale par rapport aux autres provinces. Et
Et je pense que avec un plan Marshall spécifique pour l'Ituri peut se redresser et l'Ituri peut faire une province pour booster les autres provinces du pays. Merci beaucoup Sylvain Guénan-Woods, initiateur et président des ambassadeurs de bonne volonté ABV RDC. Merci en tout cas d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour que nous puissions partager avec vous la situation qui se passe en Ituri. Nous avons espoir que les choses en tout cas vont changer dans les prochains jours. Merci. Chaque fois que vous vous retrouvez à Kinshasa, passez en tout cas nous voir pour que nous puissions en tout cas partager sur ce que vous avez comme expérience à l'est du pays, particulièrement dans la province de l'Ituri. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Bruno Zinga qui nous a conduit en tout cas techniquement chez vous. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine. Merci beaucoup.